Merci Céline, c'était très précis, très clair. On a envie évidemment de poser beaucoup de questions, mais on va se retenir un peu pour écouter Manuel Laforentouille. C'est vrai que j'oubliais tout à l'heure de dire, pourtant j'ai évidemment lu cette étude que vous avez publiée au nom du European Council of Foreign Relations sur en réalité le paysage en Europe au regard de la dissuasion nucléaire, comment culturellement, dans les doctrines, les pays se répartissaient par rapport à ça. Donc je pense que c'est sur votre site. Oui. Hein, donc voilà, vous regarderez comment, mais je pense que vous allez nous en parler. Exactement. Alors je vous passe la parole. Merci beaucoup. Oui, donc merci à Céline Jurgensen et à Louis Gauthier de m'avoir proposé de venir ici. Et effectivement, ça tombe bien parce qu'on vient de publier en décembre dernier cette étude qui s'appelle Eyes Tight Shut, les yeux grands fermés, et qui porte sur les attitudes européennes vis-à-vis de la dissuasion nucléaire. C'est en ligne, pour l'instant en anglais, prochainement en français. C'est basé sur un peu le raisonnement qu'avait Céline à un moment sur le fait que l'Europe, ce n'est pas juste l'Union européenne, ou sur les questions de défense, ce n'est pas juste ce que font les Européens à l'OTAN, mais c'est d'abord et aussi, pour commencer, des États membres qui après travaillent dans des formats différents. Et donc, à l'ECFR, on travaille souvent sur cette matière-là, c'est-à-dire d'essayer d'aller chercher ce que les États membres ont dans le ventre et ont derrière la tête sur tel et tel sujet. Et donc pour ça, notamment pour ce papier-là, on a un questionnaire unique et on s'en sert pour mener une enquête dans les 28 États membres de l'Union européenne. On continue à travailler à 28. On a un réseau de chercheurs déployés à travers les 28 et on fait des dizaines et des dizaines d'entretiens. On construit en plus de ça une partie de la recherche sur l'étude des documents officiels, éventuellement les sondages. Et tout ça nous donne de la matière pour faire de la comparaison et des analyses. Et d'ailleurs, une partie du rapport est composée de fiches pays qui, pour chaque pays, donnent leur perception de la menace nucléaire, le rôle des opinions publiques dans le débat, leur position en matière de désarmement et ce qu'ils pensent de la coordination européenne sur les questions nucléaires de défense et plus précisément, si tant est qu'ils pensent quelque chose, sur la question d'une européanisation de la dissuasion. Et cette étude, elle part d'un paradoxe qui est que le principal succès de politique étrangère des Européens, de l'Union européenne, c'est ou ça aurait dû être le dossier du nucléaire iranien, où on a, après un effort de longue haleine, réussi à obtenir un accord et à rapprocher les deux parties qui, initialement, s'ignoraient superbement, les États-Unis et les Iraniens. C'est pourtant, les sujets nucléaires sont clairement pas le meilleur domaine pour donner des exemples positifs de l'affirmation stratégique des Européens, puisque c'est ça le thème du cycle de la chaire cette année. Et l'exemple du traité FNI, du traité sur les forces nucléaires intermédiaires, que Céline a beaucoup cité. Elle l'a beaucoup cité à raison, parce qu'effectivement, c'est probablement un bien meilleur exemple. Encore ce week-end, Angela Merkel à Munich, à la conférence de sécurité de Munich, expliquait que c'était quand même très problématique qu'un traité aussi fondamental pour la sécurité des Européens puisse être défait par les deux parties non européennes, c'est-à-dire les Russes et les États-Unis, et qu'effectivement les Européens soient réduits au rang de spectateurs, c'est-à-dire qu'on assiste pas juste au bouleversement, un bouleversement en profondeur du paysage et de la stabilité stratégique, mais à un bouleversement au sein de l'espace européen. Et Céline a cité le moment du sommet de Varsovie de l'OTAN. Un mois plus tôt, l'Union européenne adoptait ce qu'elle a appelé sa stratégie mondiale, sa stratégie globale, en juin 2016. Et dedans, les questions nucléaires sont abordées seulement sous l'angle de la crise iranienne, à l'époque dont on pensait qu'elle était un succès, qui n'avait pas encore été remise en cause par les États-Unis. Et dans une moindre mesure, on parlait du nucléaire civil avec les aspects énergétiques. Et c'était quasiment tout. Et pourtant, toutes les raisons qui font qu'à Varsovie, on a parlé du nucléaire, évidemment, elles étaient déjà là un mois plus tôt, et notamment l'Ukraine, ça date de 2014, mais on n'a pas assez pour construire une vision partagée sur ces sujets. Alors, pour vous planter un peu le décor, parce que je vais me rééloigner du cas français et revenir aux aspects plus européens par rapport à la fin de l'exposé de Céline, on est parti d'une typologie en 5 familles
qui n'est pas une typologie qu'on a tirée de la matière qu'on a trouvée dans notre enquête, mais au contraire qui est une typologie qu'on a comparée à ce qu'on montrait dans l'enquête, parce que ça permet de voir que ce que sont les positionnements traditionnels des États membres de l'Union européenne est en fait pas du tout corrélé à ce que sont leurs positions sur les sujets d'actualité, sur les problèmes immédiats, et que notre interprétation de ça, c'est que c'est intéressant parce que ça montre l'état de confusion dans lesquels les Européens peuvent être sur ces sujets. Alors, notre typologie, je commence d'un côté, il y a ce qu'on appelle les true believers, les croyants, 4 pays, la France, le Royaume-Uni, les 2 États européens qui sont dotés, la Pologne et la Roumanie, qui sont très préoccupés par la menace russe, très intéressés par la dimension nucléaire de la réassurance américaine, et d'ailleurs c'est les 2 pays qui participent à la défense antimissile, ce n'est pas complètement un hasard. Et ces 4 pays se caractérisent aussi par le fait qu'ils ont probablement moins que les autres de problèmes avec leurs opinions sur les questions nucléaires. À l'autre bout du spectre, il y a ceux qu'on a appelés les neutres. Pas parce qu'ils sont neutres sur les sujets nucléaires, au contraire, ils sont plutôt très hostiles à l'arme nucléaire, mais parce que leur positionnement vient d'une tradition diplomatique. Ils ne sont pas forcément tous neutres encore au sens strict aujourd'hui, mais ils ont une culture stratégique qui est nourrie de cela. Les 2 premiers, c'est les Irlandais et les Autrichiens, qui ont une longue tradition d'opposition à l'arme nucléaire, et donc ça n'est pas un hasard, c'est les 2 pays qui ont pour l'un ratifié, pour l'autre signé et pas encore ratifié le TIAN, le traité d'interdiction des armes nucléaires. Et pour les 2 autres, c'est un peu plus compliqué, mais en gros, ils ont une tradition de non-alignement. Ils ont une proximité assez grande avec la Russie, en tout cas par rapport aux autres États européens, et ils sont aussi plutôt favorables au désarmement, même s'ils sont beaucoup moins actifs que les 2 autres. Il y a un 5e pays dans ce groupe qui est la Finlande, qui est un pays un peu compliqué, qui a la même tradition neutre ou non alignée, mais qui, dans la période récente, s'est beaucoup rapproché de l'OTAN, a beaucoup modéré son agenda abolitionniste, qui est résolument autocontenu, comme dit un de mes co-auteurs du rapport, Nick Whitney. La Finlande est résolument autocontenue sur les questions nucléaires. Elle essaye d'éviter le maximum de se retrouver en situation d'avoir grand-chose à dire dessus. Donc ça, c'est l'autre bout du spectre. Au milieu, vous avez les pays qu'on a appelés les pays tourmentés, ceux qui sont traversés par des divisions fortes, ou plus exactement, qui sont parfois un peu schizophrènes. Alors il y a un autre pays qu'on aurait pu mettre dans les neutres, même si justement ça fait partie des pays qui vous expliquent que depuis qu'ils ont adhéré à l'Union européenne, ils ne sont plus neutres au sens strict du terme, c'est la Suède. Il y a 2 autres pays qui composent ce groupe des pays tourmentés, c'est les Pays-Bas et l'Allemagne. C'est intéressant parce que c'est 2 des 5 pays que Céline a mentionné comme participants à ce qu'on appelle le nuclear sharing, c'est-à-dire qui ont des armes américaines sur leur territoire. Et en gros, ces pays sont les pays qui sont les plus traversés justement par ces débats qu'on voit. Mais je vais expliquer dans un instant qu'ils sont traversés, mais ils essayent de les éviter quand même. Donc d'un côté, le TIAN, qu'est-ce qu'on fait face à ce traité d'interdiction des armes nucléaires ? De l'autre côté, pour les Allemands et les Néerlandais, le nuclear sharing. Restent 16 États membres de l'Union européenne, qui sont aussi tous États membres de l'OTAN, qui suivent plus ou moins la ligne atlantique sur la dimension nucléaire de l'Alliance, sur le TIAN aussi, qui a été négocié au sein des enceintes des Nations Unies. On a 2 sous-groupes, mais ce n'est pas le plus essentiel pour la suite de la discussion. Il y a d'un côté les pragmatiques, ceux qui pensent que la dimension nucléaire est consubstantielle à la garantie de sécurité américaine, et comme ils veulent cette garantie de sécurité américaine, ils sont prêts à faire ce qu'il faut sur les aspects nucléaires. De l'autre côté, les conformistes, qui très franchement ont d'autres préoccupations immédiates, et donc si on pouvait rapidement passer à d'autres sujets que les sujets nucléaires, personnellement, ils en seraient arrangés, mais dans les 2 cas, c'est 2 groupes de pays qui suivent assez largement la ligne. Alors, un autre point pour compléter ce qu'a dit Céline et qui nourrit ce que je viens de dire, c'est le rôle des opinions publiques. La crise des euromissiles, c'est pas juste une crise diplomatico-stratégique, c'est aussi un moment où les sociétés civiles ont été très très actives et ont beaucoup pesé sur le débat européen ou les différents débats européens. Malgré la diversité des attitudes nationales, il y a 2 points communs pour l'essentiel.
il y a d'une part le fait que tous les pays se sentent obligés d'une manière ou d'une autre de soutenir officiellement l'objectif de désarmement nucléaire. Ils le font de façon différente, ils le font avec des ambitions différentes et en soutenant des modalités différentes, mais il y a ce poids-là dans chacun des pays. Mais surtout, il y a beaucoup de pays quand même qui souhaitent éviter de donner le maximum de visibilité à ces débats. Et là aussi, ça peut obéir à des raisons différentes, mais c'est quelque chose qu'on retrouve assez largement en Europe. Et c'est, pour la plupart des pays européens, une conséquence de ces tensions des années 80 et du fait que la société civile organisée autour de ces questions-là est restée très vigoureuse dans plusieurs pays et qu'elle pèse y compris jusqu'au sein des parlements. Le dernier exemple, c'est une motion votée par un des exemples récents, c'est une motion votée par le Parlement néerlandais en 2012 qui disait au gouvernement « on ne veut pas que la flotte d'avions que vous allez renouveler emporte des armes nucléaires » pour un pays qui, justement, participe à ces arrangements de nuclear sharing dans le cadre de l'OTAN. C'est un tout petit peu embêtant. Et le gouvernement néerlandais a immédiatement dit que c'était un sujet sur lequel le Parlement pouvait voter les motions qu'il voulait et que ça n'engageait pas le gouvernement. Mais le gouvernement néerlandais a aussi dit et continue de dire que, d'ailleurs, il n'a pas encore pris sa décision. C'est-à-dire, clairement, ils n'ont pas très envie de rentrer dans cette discussion. Et donc, c'est un sujet qui est difficile pour nos partenaires européens, pas juste d'un point de vue stratégique ou diplomatique, mais aussi d'un point de vue des débats intérieurs délicats avec des parties de l'opinion publique, avec des sociétés, des organisations issues de la société civile qui sont très actives, voire avec certains partis politiques, et ça n'est pas uniquement les partis écologistes. Et le silence qui a été observé dans beaucoup de pays sur ces sujets n'a pas empêché ni l'activisme, comme celui de la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires, ni une nouvelle vague d'abolitionnisme nucléaire, y compris au niveau politique. Jeremy Corbyn, ce n'est pas le sujet principal sur lequel on l'interroge en ce moment, mais Jeremy Corbyn, le leader travailliste au Royaume-Uni, il est très clairement abolitionniste. Pendant la dernière campagne allemande, le candidat du SPD avait dit qu'il fallait se débarrasser des armes nucléaires sur le territoire allemand. Les Suédois ont, après avoir eu des divisions au sein de leur gouvernement, habilement demandé, puisqu'ils avaient des élections qui s'approchaient, qu'une commission se charge de savoir si la Suède devait ou pas ratifier, signer, parce qu'ils ne l'ont pas encore signer puis ratifier le traité d'interdiction des armes nucléaires, et que surtout cette commission devait travailler pour rendre son rapport après les élections, pour éviter d'avoir la discussion pendant la campagne. Et donc vous avez eu ces évolutions-là, et de l'autre côté, vous avez des États qui ont continué à mettre en œuvre et à développer des politiques, dans certains cas, extrêmement claires et actives. Et donc vous avez une espèce de fossé, de déconnexion entre la réalité des politiques suivies par ces gouvernements, les gouvernements européens, plus ou moins directement, et la position de leurs opinions. Or, on pourrait croire que c'est un paradoxe. On a aujourd'hui un retour de l'instabilité stratégique, Céline en a parlé, et on a en même temps un retour de l'argument et de la mobilisation antinucléaire. On pourrait se dire, c'est bizarre. Au moment où ça devient une réalité, une menace, et où on se dit qu'il faudrait vraiment faire quelque chose pour prendre ce problème à bras-le-corps, on a des gens qui disent « mais non, pas du tout, il faut le refuser ». En fait, c'est extrêmement normal. C'est justement quand vous avez un retour de cette réalité stratégique que vous avez une mobilisation forte de l'argument antinucléaire, et on est exactement dans cette situation-là aujourd'hui. Toujours pour compléter ce que disait Céline et puiser dans ce rapport qu'on a publié en décembre, les divisions entre Européens, ce n'est pas juste lié au fait de savoir si on a une dissuasion européenne ou pas, ou s'il faut l'européaniser. En fait, les divisions, les différences entre Européens, elles sont sur un spectre beaucoup plus large de sujets nucléaires. La première chose, c'est sur l'analyse de la menace. Dans quelle mesure vous pensez que le nucléaire fait partie du spectre le plus important des menaces auxquelles vous faites face? Alors, ce n'est pas une priorité pour beaucoup de pays, mais il y a des pays qui le mettent plus ou moins haut et après qui en tirent des conséquences éventuellement assez différentes. Si vous pensez que le nucléaire fait partie des menaces les plus préoccupantes, en tout cas qu'il y a une dimension nucléaire aux menaces
qui vous préoccupe le plus, vous pouvez néanmoins avoir un regard assez différent selon que vous pensez aux crises de prolifération, l'Iran, la Corée du Nord, selon que vous pensez à la Russie, ou selon que vous pensez au risque de terrorisme radiologique ou nucléaire, voire pour certains pays que ça préoccupe jusque dans leur texte de doctrine nationale, de stratégie de sécurité nationale, les risques d'accidents nucléaires liés au nucléaire militaire et pas juste au nucléaire civil. Et donc, vous avez des pays qui ont des sensibilités très élevées, par exemple, à la menace nucléaire, qui pensent que la menace nucléaire fait partie des menaces les plus importantes, et des attitudes assez différentes. Par exemple, la Suède ou la France sont dans ce cas-là. La Russie, évidemment, est un déterminant important, notamment parce que les pays qui sont sensibles à la menace que pourrait représenter la Russie sont le plus souvent sensibles à la dimension nucléaire de cette menace. Ce n'est pas le cas pour tous, mais c'est le cas pour beaucoup. Par rapport à notre typologie, par exemple, les pragmatiques et les true believers, les vrais croyants, sont ceux qui vont effectivement mettre cet aspect-là en avant. Ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas juste la coupure Est-Ouest que vous retrouvez là. Vous avez des pays à l'Est qui sont moins sensibles à la dimension nucléaire du comportement de la puissance russe. Les Croates, ce qui les intéresse, c'est les Balkans, beaucoup plus que le risque nucléaire, par exemple. Vous avez inversement des pays à l'ouest qui sont extrêmement sensibles à cet aspect-là. Évidemment, les Français et les Britanniques ne sont pas les derniers. Sur le désarmement, alors normalement, il y a une espèce de consensus européen sur qu'est-ce qu'il faut faire pour progresser sur le désarmement. On soutient collectivement le traité d'interdiction complète des essais nucléaires. On soutient l'idée qu'il faille avoir un traité sur la production des matières fissiles. On soutient les traités de maîtrise des armements. Il n'en reste plus beaucoup, mais normalement, c'est une position assez classique des Européens. Un des aspects importants de ce fameux traité sur l'interdiction de l'arme nucléaire, c'est qu'il a complètement bouleversé ce sujet sur lequel pouvait y avoir un consensus européen et il a suscité des divisions assez profondes au sein de l'Union européenne, y compris avec des fois des difficultés à adopter des positions communes au niveau des 28. Un des sujet qu'on a essayé de regarder, on n'a pas encore vraiment réussi à voir, donc on va continuer à suivre ça, c'est dans quelle mesure le débat sur le traité d'interdiction des armes nucléaires suscite un recentrage des pays tourmentés. C'est-à-dire que la Suède et l'Allemagne, qui sont traditionnellement des pays pour qui ces sujets-là sont extrêmement compliqués, ont quand même choisi de tomber du côté très réticents et refusant d'avancer vers le traité d'interdiction. Alors pour la Suède, c'est encore en cours, mais ça semble quand même assez probable qu'elle tombe de ce côté-là. Un autre sujet intéressant, c'est la défense antimissile. Et alors, je reprends mes 4 vrais croyants, mes 4 true believers. Vous avez d'un côté la France et le Royaume-Uni, qui a une attitude pas très enthousiaste sur ce projet, la France en particulier, et de l'autre côté, vous avez la Pologne et la Roumanie qui, au contraire, sont les 2 pays autour duquel le dispositif est construit, a été pensé initialement. Est-ce que les Européens, par exemple, ont une idée des conséquences stratégique du développement de la défense antimissile, de la façon dont elle devrait évoluer? Les Américains ont changé plusieurs fois de position entre le projet initial, l'administration Obama, maintenant l'administration Trump. Qu'est-ce qui va se passer dans un contexte post-FNI? Fondamentalement, il y a quand même beaucoup d'Européens pour qui soit qui ont acheté l'argumentaire officiel qui est que la défense antimissile, elle est pour faire face aux menaces régionales et qui ne vont pas plus loin, soit qui se disent que cet argumentaire officiel est bien pratique, mais que fondamentalement, eux, ce qu'ils veulent, c'est de traiter la menace russe, et qui ne se posent pas nécessairement la question de savoir comment est-ce qu'on traite la menace russe avec le système de défense antimissile tel qu'il est aujourd'hui, sans compter ceux pour qui c'est simplement un moyen d'avoir des Américains un peu plus ancrés, un peu plus installés dans le paysage européen, et donc d'essayer de renforcer la garantie de sécurité. Alors, je ne voudrais pas, c'est typiquement parce qu'on fait à l'ECFR généralement, montrer qu'il n'y a que des divisions et que des différences. Il y a un certain nombre de sujets sur lesquels les Européens sont unis et ont des stratégies, et la lutte contre la prolifération est un aspect important.
Mais surtout, ce à quoi on est arrivé comme conclusion quand on a fait ce travail, c'est que la question n'était pas tellement de savoir, n'était pas tellement que les Européens étaient divisés, c'est surtout qu'ils ont très peu pensé stratégiquement ces questions et qu'on en reste à l'idée qu'en fait on a une tradition et on est conforté dans sa tradition, chacun dans sa tradition, par les évolutions. Les Européens voient bien toutes ces évolutions de l'environnement stratégique international, à la fois à l'échelle internationale et en Europe, mais il n'y a pas d'appétence particulière pour affronter le renouveau de la dimension nucléaire de notre sécurité et donc pour s'engager dans une réflexion stratégique collective ou même nationale pour la plupart des pays renouvelée du fait de cette dimension nucléaire. Un des entretiens dont on a repris un extrait dans le texte, un des interlocuteurs a dit que c'était pas juste que l'Europe avait sous-traité sa sécurité, c'est qu'on avait sous-traité notre réflexion stratégique. Et donc la conséquence de ça, c'est que chacun vit justement avec ces attitudes nationales que j'ai décrites au début, qui sont assez peu modifiées, voire qui ressortent confortées. Chacun se dit, bah oui, c'est la preuve que j'avais raison, les antinucléaires pensent que c'est pour ça qu'il faut désarmer, les pragmatiques disent que c'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention aux liens avec les États-Unis, etc. etc. Et évidemment, c'est un peu embêtant, vu que ces attitudes nationales sont vraiment distribuées assez largement sur l'ensemble du spectre. Il y a un certain nombre de résurgences du débat, Céline en a parlé, notamment chez les 3 pays qu'on appelle tourmentés, ce n'est pas complètement un hasard. Nous, notre sentiment, ce n'est pas tant un débat que la difficulté face aux évolutions de la réalité stratégique, justement, de garder le couvercle ou de continuer à ignorer les choses, mais il n'y a pas à vraiment parler un débat. On a parlé de l'Allemagne, c'est un député qui a beaucoup effectivement agité en faisant des déclarations et qui a demandé à un organe technique du Parlement le fameux rapport disant qu'il n'y avait pas d'obstacle juridique à ce que l'Allemagne finance en partie la dissuasion française, mais le député en question a lui-même dit que bon, c'était une question théorique et pour l'instant ça n'avait pas d'actualité. Les Néerlandais, je vous ai expliqué que le gouvernement avait bien pris note de la motion du Parlement et avait immédiatement répondu au Parlement que c'est lui qui déciderait et que pour l'instant, il avait décidé de ne pas décider, en tout cas de ne pas faire savoir s'il avait pris une décision. Et les Suédois, donc, ont monté cette commission pour éviter d'avoir la discussion avant leurs élections. Derrière tout cela, et c'est un peu le thème du cycle, il y a quand même la relation avec les États-Unis derrière. Céline l'a très bien expliqué, j'y reviens pas. La question cruciale du découplage. Fondamentalement, tout ça passe beaucoup par l'OTAN. Et effectivement, c'est quelque chose qui ressort assez clairement de notre étude, c'est que la dimension nucléaire de l'OTAN est vue comme une dimension centrale de l'Alliance, qu'il y a un certain nombre de pays qui considèrent qu'elle est encore plus centrale aujourd'hui qu'elle ne l'était. Donc là, on est tout à fait dans la lignée des textes adoptés à Varsovie. Et d'ailleurs, quand on a posé la question de savoir est-ce qu'il y a des discussions entre Européens sur les questions nucléaires, quasiment tout le monde a répondu, à part les Français et les Britanniques qui se parlent beaucoup, quasiment tout le monde a répondu oui au sein de l'OTAN. Ailleurs, manifestement, c'est plus difficile. La question de la garantie de sécurité américaine, évidemment, elle est assez profondément renouvelée avec Trump. C'est une question qu'on a posée. On a dit, est-ce que vous pensez que la garantie de sécurité est plus crédible de la même façon ou moins crédible avec l'administration Trump ? La grosse majorité considère qu'elle est toujours aussi crédible, voire plus crédible. On a trouvé 3 pays pour trouver qu'elle était plus crédible avec Trump, les Britanniques, les Estoniens et les Polonais. Ce n'est pas des positions officielles, c'est lié au questionnaire qu'on a fait. Il n'y a pas de déclaration officielle en ce sens, mais c'est l'impression qui ressortait des entretiens qu'on a conduits. Mais il y a quand même 7 pays, dont pas les moindres, la France, mais aussi l'Allemagne et la Suède, pour qui ça n'est pas totalement évident que cette crédibilité soit renforcée avec l'administration Trump. Et parmi les pays qui donc pensent que la dissuasion, la garantie de sécurité américaine est plus crédible aujourd'hui, il y a donc la Pologne, je l'ai citée, qui pour autant s'est engagée récemment dans des efforts pour essayer de bilatéraliser la garantie de sécurité, c'est-à-dire d'essayer d'avoir ce qu'on a appelé le Fort Trump, une implantation militaire américaine permanente qui serait en Pologne, qui permettrait, à défaut d'une garantie collective, d'avoir une garantie bilatérale, une garantie spécialement pour la Pologne, d'autant plus forte qu'il y aurait des troupes américaines
sur place. Et c'est un autre aspect sur lequel on a travaillé à l'occasion de ce rapport et sur lequel on continue de travailler, c'est le déni européen. Il n'est pas simplement sur les questions stratégiques ou nucléaires, il est aussi sur justement cette garantie américaine. Évidemment, c'est très difficile d'affronter directement la question de la crédibilité de la garantie de sécurité américaine sans donner l'impression qu'on fragilise la crédibilité de la dissuasion. Clairement, ce n'est pas quelque chose que vous avez beaucoup d'incitation à faire. Il y a un risque de prophétie autoréalisatrice, ou en tout cas que ceux que vous essayez de dissuader se disent que c'est le bon moment de tester les choses. Mais quand même, au mieux, on trouve des interlocuteurs qui disent « c'est vrai qu'avec Trump, on peut se poser des questions, mais… » Trump, c'est une parenthèse, c'est un épisode, éventuellement c'est une anomalie, et donc ça passera, il n'y a pas un changement profond. Notre sentiment à nous, c'est qu'il y a un changement profond et qu'il a commencé bien avant Trump. Et si on en veut un signe, c'est la fin du traité ABM en 2000 avec l'administration Bush. En tout état de cause, il y a un sujet avec… le fait qu'on pourrait revenir à la normale après Trump, puisque ce que Trump a défait, par exemple le traité FNI, ça sera très difficile de le refaire. Et Céline a parlé des motivations du retrait américain pour FNI, donc évidemment il y a les violations russes. À mon avis, il y a une part d'idéologie aussi sur le rapport à la contrainte et à la discipline et au droit international. Mais effectivement, il y a aussi le sujet chinois, et en fin de compte, FNI clarifie le fait que pour les États-Unis, en tout cas pour l'administration actuelle et sans doute au-delà, la Russie est une menace secondaire, l'Europe est un théâtre secondaire, et que ce qu'on a cru à un moment, c'est-à-dire qu'on allait pouvoir isoler l'ordre de sécurité européen, y compris pour sa partie nucléaire, du reste des évolutions de l'ordre international, eh ben, on n'est plus aujourd'hui en mesure de le faire. Et donc un dernier mot pour finir sur justement ce qu'est l'aboutissement logique de cette approche, les débats sur l'autonomie stratégique. Donc en 2016, dans ce fameux document, la stratégie globale, adoptée en juin 2016, il y a une ambition avouée, endossée par les Européens, c'est celle de l'autonomie stratégique. Alors, évidemment, depuis, ça suscite beaucoup de discussions, et donc on se demande si tout le monde a bien fait attention à ce qu'il adoptait à l'époque, mais c'est ça la direction, et il y a quand même un certain nombre de choses qui ont été réalisées pour avancer dans cette direction. Il y a un vrai risque que le volet nucléaire soit utilisé comme un argument pour ne rien faire ou pour dire que ce qu'on fait n'est pas important. En gros, puisque à l'échelle collective de l'Union européenne, on ne peut pas être une puissance nucléaire, l'autonomie stratégique de l'Union européenne n'aurait pas de sens. D'une certaine manière, c'est ce que dit l'extrait que vous a cité Céline tout à l'heure, de 1994. Alors je ne sais plus si c'était le président Mitterrand ou le livre blanc, mais en tout cas, c'est très clair dans le livre blanc. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui revient. Soit l'ambition d'une autonomie stratégique européenne est mort-née, soit en tout cas, il faut la reporter au calendrier grec, tant qu'on ne sera pas capable de traiter cet aspect nucléaire. En réalité, il me semble, et je crois ne pas être le seul à penser ça, qu'on peut faire beaucoup en matière d'autonomie stratégique en dehors des aspects nucléaires, qu'on peut contribuer au partage du fardeau recherché par les Américains, qu'on peut y compris contribuer à une forme de dissuasion, puisque toute la dissuasion n'est pas que nucléaire, et la dissuasion conventionnelle peut y compris être une façon d'aborder et de contribuer aux questions dont on parle aujourd'hui. Un des débats sur comment est-ce qu'on répond à la sortie, enfin à la fin du traité FNI et à d'éventuels déploiements russes ne passe pas uniquement par le déploiement d'armes nucléaires. Et d'ailleurs, un des débats sur les armes russes, c'est de savoir, c'est normalement des missiles qui ont la double capacité. Et donc, on n'est pas obligé de répondre uniquement sur le terrain nucléaire. Pour autant, il y a une dimension nucléaire évidente à l'ambition d'autonomie stratégique. C'est intéressant de décliner l'autonomie stratégique, c'est une des choses que j'ai appris avec Jean-Claude Mallet, c'est que c'est l'autonomie d'information, de décision et d'action. Et quand on commence à la décliner comme ça, on voit un certain nombre de choses et ça permet de penser plus concrètement plutôt que de se dire ah, la seule option c'est d'avoir une arme nucléaire européenne. Par exemple, sur l'autonomie d'information, c'est extrêmement parlant, à mon avis, que dans le cas du traité FNI, les violations alléguées par les Américains, les Européens ont mis beaucoup de temps à être en mesure de les vérifier. Ça montre aussi là où on a besoin de faire des progrès. Et d'une certaine manière,
c'est assez logique. L'autonomie stratégique, c'est un concept qui est fondamentalement, à mon sens, partiel et relatif. Et donc la question qu'on doit se poser par rapport à cet objectif-là, c'est la question de notre niveau d'ambition, des besoins et des priorités qu'on a, et qu'on doit identifier à l'aune de notre évaluation de l'environnement international. Et notre évaluation de l'environnement international, c'est à la fois notre évaluation de la menace, mais c'est aussi notre évaluation des alliances et de l'efficacité du système international de sécurité collective, et la façon dont, en tant qu'Européens, on peut y contribuer. Et je m'arrête là, parce que je suis sûr que vous avez des questions et qu'il faudrait garder du temps. Merci, c'était très clair. Non, juste pour vous laisser très vite la parole, il me semble que pour les Européens, on peut comprendre. Ils ont été les otages de l'équilibre de la terreur. Ils étaient le territoire où, si la guerre devait avoir lieu, y compris la guerre nucléaire, elle commençait là, au moins par un signal, voire pour les Allemands, pour les Polonais, par le risque de voir leur territoire dévasté par des frappes que nous appelions pré-stratégiques ou tactiques avant des escalades. Donc c'est vrai que la fin de la guerre froide, ça a été une libération. Donc on peut comprendre aussi que dans les esprits, il n'y ait pas forcément la volonté de se réinscrire dans cette problématique. Ce qui renforce d'autant plus la critique sur, je dirais, le caractère deux fois unilatéral des décisions américaines et russes dans la décision de retrait, même si tu as très bien expliqué qu'en réalité, pour l'instant, il y a un aspect de suspension. Et la discussion sur la vérification de la portée réelle, en réalité, du côté des Européens, elle était justement sans doute pour dire attention, après ça, il n'y a plus rien. Et une fois qu'on a détruit tous les cadres qui avaient servi à la fin de la guerre froide pour penser le désarmement en Europe, on n'a plus rien. Et il y a, je dirais, deux puissances qui se retrouvent libres et une puissance qui se retrouve de nouveau otage de leurs décisions et d'un risque de relancer la course aux armements. Ce sont les Européens, parce que les Russes, désormais, il n'y a plus rien qui peut restreindre leur liberté. Pour fabriquer, comme tu l'as dit, des missiles de portée 500 à 5000 km, pour les déployer là où ils veulent. Quant aux Américains, ils peuvent avoir la même tentation pour eux-mêmes, moins d'ailleurs sur la problématique européenne que sur la problématique asiatique. Mais ils peuvent monnayer aussi leurs garanties et nous entraîner dans cette course aux armements, le bouclier, les 2%, tout ça n'est pas complètement innocent, on peut quand même tout mettre bout à bout. Donc ça peut être par exemple tout faire payer l'intercepteur de type SM-6 ou d'autres choses. Donc on comprend que les Européens... Moi, ce qui me frappe quand même, et vous l'avez dit l'un et l'autre, c'est que... Et on n'en est pas au moment de la maturation du débat en Europe, ça c'est clair. Mais voilà, il y a quand même des interrogations, des débats, même si c'est des positions qui sont sans doute très isolées. Pour revenir sur une question, alors on dit oui, il la pose dans l'OTAN, mais en même temps, quelque part, nous-mêmes, nous ne sommes pas mécontents de poser la question de la dissuasion dans l'OTAN parce qu'elle permet de vérifier que tout le monde ait un minimum d'accord pour nous poursuivre dans cette voie. À un moment, on avait des inquiétudes sur le fait même du risque d'être lâché par les Allemands. Vous avez l'un et l'autre rappelé les positions notamment d'un ministre des Affaires étrangères sur la question. Donc, et qu'elle se pose dans l'OTAN, qui était... Tous les autres pays, tous les autres pays européens, à part le Royaume-Uni et la France, ont signé le TNP, n'ont pas d'avenir nucléaire, n'ont pas de passé, ou quelques programmes scientifiques sans doute. Et donc, leur seul lien avec le nucléaire, ils étaient de stationner des armes nucléaires et d'accepter la patrouille nucléaire. Donc il faut bien comprendre ça, et c'est pour ça que j'aime finalement le point d'aboutissement de la conclusion. On ne peut pas leur faire sur ce sujet-là, c'est difficile de faire un procès aux Européens. Et donc ça laisse la place aussi pour discuter d'autres choses, d'autonomie stratégique. Et pour nous maintenant, qui étions en réalité dans notre dialogue avec les Britanniques ou dans notre dialogue avec les Allemands, on voulait être sûr, dans l'immédiate après-guerre froide, de bien raccrocher les wagons et qu'on n'aurait pas nos deux principaux alliés qui nous disent « non, la dissuasion nucléaire ne nous concerne pas, ne nous intéresse pas ».
Là, le fait que certains nous réinterrogent nous pose... On n'est pas habitué à ça, on est toujours habitué à dire, faire des offres de services, à savoir qu'on embarrasse un peu, que nécessairement ça va, voilà, on va accepter, parce qu'il y a quand même une acceptation du discours français. Tout ce qu'on dit, ces présidents qui prenaient plein de précautions, ça n'a jamais été récusé. C'était la limite ultime de là où pouvaient aller les Allemands sur les interprétations. Sur les Anglais, c'est autre chose. On a eu du voisinage, des échanges sur la doctrine, après Lancaster House, un certain nombre d'accords plus techniques. En réalité, là, la question avec les Anglais, qui explique qu'on n'aille pas plus loin, elle est transatlantique. La discussion avec les Allemands, elle est continentale, ça c'est sûr, c'est la sécurité du continent et la participation, le problème que peuvent poser les armes nucléaires dans la sécurisation du continent. La difficulté avec le Royaume-Uni, elle est que leur dissuasion nucléaire n'est pas qualifiée de manière autonome comme la nôtre, et qu'elle pose immédiatement le problème de la coopération nucléaire avec les États-Unis.